Ok, parfait. Toi. Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce premier direct du MOOC consacré au RGPD. Toute l'équipe du CNAM qui organise les MOOC, Alexandra Guérin qui est présente également ce soir et moi-même, on vous souhaite la bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour ce premier direct du MOOC RGPD. Vous êtes déjà près de 10 000 personnes à être inscrites à ce MOOC, dont il s'agit de la deuxième version puisqu'une première version avait été proposée l'année dernière au moment de l'adoption du RGPD. L'objectif du MOOC, c'est de permettre à des professionnels qui ne connaissent pas forcément bien cette réglementation, et bien de la découvrir, d'en comprendre, je dirais, les fonctionnements les plus essentiels, les plus basiques. L'objectif également, c'est de permettre à tous ces professionnels bien, de pouvoir échanger sur un forum de discussion et puis aussi de répondre dans le cadre de ces directs aux questions que vous pouvez vous poser. Et je ne suis pas seul pour assurer cette tâche puisque je suis accompagné de notre community manager, Alexandra Guérin, à qui je vais céder la parole tout de suite pour qu'elle puisse se présenter et puis aussi nous rappeler un peu les modalités de fonctionnement du forum et de ses directs. Oui, bonjour, merci beaucoup Guillaume. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai un double rôle sur ce MOOC puisque vous verrez des vidéos dans lesquelles j'interviens euh, en tant que chargée d'enseignement et également en tant que community manager. Et donc, je, je suis cette communauté sur le forum. J'ai le plaisir de voir vos questions. Un petit rappel parce que j'ai senti quelques frustrations parfois chez certains d'entre vous. L'objectif du forum, c'est vraiment de permettre aux participants du MOOC d'échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous répondre si vous avez des documents à échanger, des liens, des réflexions. C'est vraiment le lieu du forum. Et pour nous, pour Guillaume et moi, c'est un espace pour pouvoir voir les questions qui se posent et notamment les questions les plus récurrentes. Ça nous permet de voir aussi si au cours du MOOC, il y a peut-être des thématiques qui sont peut-être pas très claires pour vous et sur lesquelles on doit revenir pendant le direct pour expliciter ou clarifier certains thèmes. Donc, surtout, votez pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Comme ça, nous, on se rend compte de l'importance de ces questions pour vous et pendant le direct, on peut y répondre. Alors, on a déjà repéré quelques questions dont on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser des questions via le forum de discussion pendant ce direct. Et sachez que si on ne répond pas à toutes vos questions, on pourra aussi en parler au prochain MOOC qui sera lundi prochain à 18h30. Ou si on n'a pas le temps non plus d'en parler pendant le forum ou pendant le MOOC, n'hésitez pas à revenir sur le forum et reposer les questions et les autres participants voteront. Donc voilà, ça c'était juste le petit point sur le forum et sur le lien avec le direct. Guillaume, je te laisse parler des premières thématiques qui sont liées au traitement. On a vu plusieurs questions sur le traitement, sur la collecte indirecte aussi. D'accord, merci Alexandra. Donc c'est vrai que chaque semaine, Alexandra va nous aider à identifier les sujets un peu importants dont on va parler lors de ces directs. Il y a quelques questions qui ont été relevées concernant un peu, je dirais, les concepts de base de la réglementation informatique et liberté. Les vidéos du MOOC ont pu susciter parfois des questions à ce sujet. Et donc j'en ai sélectionné avec Alexandra quelques-unes. La première d'entre elles étant relative à ce qu'on appelle les décisions automatisées. Il est indiqué dans le MOOC qu'il existe une disposition du RGPD, c'est l'article 22, que je vous invite à aller regarder si besoin. Donc qui parle de ces décisions automatisées, c'est-à-dire l'hypothèse où c'est la machine, c'est l'ordinateur qui va prendre une décision, parfois sans aucune intervention humaine, et cette décision, évidemment, peut avoir des conséquences importantes pour la personne concernée. Ce sont tous les dispositifs que l'on appelle les dispositifs de scoring, de profilage. Et par exemple, dans le domaine bancaire, ces outils peuvent être utilisés pour décider de l'octroi d'un crédit à la consommation. Dans le domaine de l'entreprise plus généralement, par exemple en matière de gestion des ressources humaines, on peut imaginer d'autres applications, par exemple pour sélectionner des profils de candidats à un emploi.
Et on comprend bien à la fois que ces outils qui fonctionnent sur la base d'algorithmes, qui peuvent parfois être très perfectionnés, fonctionnent en autonomie, hein. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui est derrière pour procéder au choix, aux sélections, une fois que tous les paramètres ont été enregistrés dans la machine, et que par ailleurs, évidemment, les décisions de cette machine peuvent avoir des conséquences très lourdes sur les personnes concernées. Alors, ce que moi je souhaiterais que vous reteniez, c'est que le principe du RGPD, et c'était déjà le principe d'ailleurs avant dans l'ancienne réglementation, c'est que la machine ne peut pas décider à la place de l'humain. C'est quand même ça qu'il faut retenir. Sachant que cette disposition du RGPD, l'article 22, elle distingue un peu deux situations. Elle pose un principe qui est que une personne peut demander à ne pas faire l'objet d'un traitement totalement automatisé, d'une décision totalement automatisée. C'est le principe. Et l'exception, c'est que dans certains cas, une décision automatisée peut être utilisée par un responsable de traitement, par un professionnel, par exemple dans l'hypothèse d'une relation contractuelle. Donc c'est typiquement l'exemple que je donnais là de la banque. Vous allez solliciter un crédit auprès de votre banque, peut-être que vous le ferez en ligne sur Internet. Et dans certaines hypothèses de crédit à la consommation notamment, régulièrement la machine, l'ordinateur va vous donner un premier avis de principe, un accord ou un refus. Donc dans cette hypothèse, ces systèmes qui sont mis en œuvre par les établissements de crédit sont légaux, hein, ça n'est pas illégal de faire ça, mais attention, dans cette hypothèse, ce que rajoute l'article 22 du RGPD, c'est qu'une personne qui fait l'objet de ce type de traitement a systématiquement le droit, si elle le souhaite, de contester la décision de la machine et de demander une intervention humaine, c'est-à-dire de demander à ce que la machine a décidé soit vérifié par un professionnel. De sorte que, en gros, en tant que professionnel, on ne peut pas laisser la machine décider toute seule. Il faut forcément déterminer une procédure qui permette aux personnes d'exercer leurs droits. Finalement, c'est un peu le droit d'accès et d'opposition, hein. C'est le droit de savoir pour quelle raison la machine a décidé de m'octroyer ou pas un crédit. Bon, évidemment, on sera plutôt intéressé de savoir pourquoi elle a refusé. Ce sont ces hypothèses qui vont créer des demandes, des contentieux. Et ensuite, il faudra qu'une personne humaine puisse étudier le dossier. C'est une doctrine constante de la CNIL, lorsqu'elle fait des contrôles sur ce type de dispositif, de vérifier s'il y a des procédures qui existent pour savoir comment on traite les demandes des personnes. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai pu dire dans les vidéos ou dans les QCM d'ailleurs, qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que une machine pourrait décider toute seule sans aucune intervention humaine à aucun niveau. Et quand on parle dans l'actualité de nouvelles techniques qui permettent à des robots d'être dans une relation quasiment totale et fusionnelle avec un client, un salarié, un robot qui va opérer une personne, etc., il faut quand même dire que sur le plan informatique et liberté, aujourd'hui, encore une fois, la réglementation ne permet pas à ces machines d'évoluer toutes seules sans aucun contrôle humain. Et si demain on devait passer à une étape ultérieure, hein, où des machines seraient susceptibles de décider toutes seules, avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, eh bien il faudrait revoir en réalité les dispositions du RGPD. Deuxième sujet sur lequel je voulais vous apporter quelques précisions, puis après je passerai la parole à Alexandra pour qu'on puisse alterner un petit peu. Il y avait une question sur la notion de traitement automatisé ou non. On nous demande si, alors je lis la question, c'est peut-être plus simple. Suivant le texte de la vidéo, constitue un traitement la mise en œuvre de tout logiciel ou logiciel qui permet de trier des données. Je souhaiterais savoir si la mention de données personnelles dans des fichiers texte, de traitement de texte, sans qu'aucune opération n'intervienne sur ces données personnelles, donc aucun tri, est-ce que cela constitue un traitement au sens de la réglementation? Alors la réponse c'est oui, parce que la notion de traitement de données est très largement définie dans le RGPD. Alors les définitions sont à l'article 4 du RGPD, et là aussi je vous invite, le cas échéant, à vous y reporter, à aller les relire après le direct. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les définitions du RGPD sont quand même relativement larges, de sorte que dans un système d'information, d'une entreprise, d'une administration, il y a de très très nombreux cas où les outils, les applications informatiques qui sont utilisées vont être soumises aux dispositions du RGPD. D'une part parce que la notion de données personnelles est très largement définie, et effectivement d'autre part parce que la définition de ce qu'est un traitement,
C'est-à-dire ce que l'on va faire avec les données personnelles, c'est également très largement défini. Dans les vidéos, moi j'avais indiqué que ce qu'on pouvait retenir en gros, c'était qu'un traitement, c'était toute opération qui consistait à collecter de la donnée et puis à la traiter, à l'organiser, à la classer, même selon des modalités particulièrement simples. Par exemple, dans une feuille Excel, eh bien, je vais organiser quelques informations, ça constitue un traitement. Alors, si je pose quelques données personnelles sur un simple document Word, qui en tant que tel ne fait l'objet d'aucun traitement, eh bien potentiellement oui, il s'agit bien d'un traitement de données parce que la définition que nous donne le RGPD, c'est que la simple opération de collecte et d'enregistrement constitue un traitement. Et si on va lire la définition, on y voit tout un inventaire à la préverte d'opérations, collecte, enregistrement, traitement, interconnexion, conservation, et même l'effacement est un traitement. Donc en réalité, à partir du moment où j'enregistre des données personnelles, et même si je n'en fais qu'une utilisation extrêmement simple, c'est susceptible de constituer un traitement de données soumis au RGPD. Alexandra, je te laisse peut-être la parole pour le point suivant, que je reprendrai ensuite. D'accord. Alors moi, je vais faire un lien entre une question qu'on a eue sur le forum et une question qui est arrivée en live sur les traitements à risque. Alors, je vais pas lire toute la question, elle est assez longue et elle a trait aussi au quiz. Euh, la, Si je résume, la problématique, c'est pour la personne qui l'a posée, un traitement à risque n'est-il pas un traitement collectant et traitant des données sensibles, type santé ou numéro de sécurité sociale? Alors, pour le RGPD, le terme risque, déjà, on l'a plus de 70 fois, si ma mémoire est bonne. C'est un terme générique qui ne met pas aux données sensibles. C'est effectivement les données sensibles, type les données de santé, les données d'infraction, ou même le numéro de sécurité sociale, peuvent être considérées comme un élément, un critère de risque. En tant que tel, ce n'est pas seulement ça qui va, constituer un traitement à risque. Je voudrais faire un lien avec les analyses d'impact, puisque vous savez qu'une des nouvelles obligations du RGPD, c'est de dire que les traitements qui présentent un risque élevé doivent être soumis à une analyse de risque, ce qu'on appelle une analyse d'impact. Vous avez un avis des autorités européennes qui s'appelle le WP 248, qui est un avis qui explicite ce qui doit faire l'objet d'une analyse d'impact. Et vous avez une liste de 9 critères. Et dans ces 9 critères, on vous dit que si vous en avez 2, ça correspond à un traitement à risque élevé. Je vous donne quelques exemples de ces critères. Vous avez l'évaluation ou le scoring, dont parlait Guillaume tout à l'heure, les procédés de décision automatisés produisant des effets juridiques, tout ce qui est surveillance automatique, les données sensibles, donc c'est un des critères, les traitements à grande échelle, les données combinées et aussi les données concernant des personnes vulnérables, ce qui peut impliquer par exemple les salariés quand ils n'ont pas le choix, et c'est souvent le cas, les nouvelles solutions technologiques et les traitements empêchant les personnes d'exercer un droit, un service, etc. Et le lien avec la question qui a été posée pendant le live, c'était de nous demander si une analyse d'impact quand on avait justement un traitement de scoring, dont parlait Guillaume. Comme vous pouvez le voir, scoring, c'est un des critères qui peut justifier une analyse d'impact. Si vous avez un deuxième critère, par exemple, si c'est un traitement à grande échelle, si vous combinez ces informations avec d'autres informations, si c'est des personnes vulnérables, alors oui, vous aurez besoin de faire une analyse d'impact. Guillaume, tu veux reprendre la parole? Comme tu veux. Ou tu voulais parler d'un deuxième sujet avant que je continue? Alors, deuxième sujet, c'était sur les registres. On a une question sur le registre par rapport aux entreprises de moins de 250 salariés. Alors, comme vous le savez, il y a cette dérogation qui a été inscrite dans le RGPD, qui au début était vue comme une dérogation très positive, puisqu'elle permettait de dire que les entreprises de moins de 250 salariés n'auraient pas besoin de faire de registre. La réalité est beaucoup plus complexe. Le texte même du RGPD, l'article 30, est beaucoup plus complexe. Donc, si vous êtes un organisme de moins de 250 salariés, vous devrez faire un registre si
vous avez un traitement qui, qui n'est pas occasionnel, c'est-à-dire typiquement la gestion de la paye, ou si vous avez un fait ou de client ou de fournisseur. Donc pour tout ce qui est traitement non occasionnel, finalement, la base de toutes les sociétés, vous allez devoir tenir un registre. Vous avez aussi tous les traitements susceptibles de comporter un risque pour les individus, type la géolocalisation ou la vidéosurveillance, ou des traitements qui porteraient sur des données sensibles. Donc, cette dérogation pour les organismes de moins de 250 salariés, elle est finalement extrêmement restrictive. Voilà encore un autre exemple d'une disposition du RGPD dont on voit que finalement elle va s'appliquer de manière extrêmement extensive et que donc aujourd'hui un professionnel doit quasi systématiquement mettre en œuvre un registre des traitements, ce qui me paraît d'ailleurs être assez logique puisque c'est un peu quand même la contrepartie de la fin des déclarations à la CNIL. Avant, une manière d'identifier un peu les traitements qui étaient mis en œuvre, c'était de procéder à ces déclarations auprès de l'autorité administrative. Aujourd'hui, ce travail de recensement, il ne donne plus lieu à des déclarations à la CNIL dans 99% des cas, mais il faut quand même que le responsable de traitement soit un peu au fait des traitements qu'il met en œuvre, avec peut-être quand même une limite par rapport à l'ancien système. Et là aussi, quand on dit que le RGPD est venu quasiment systématiquement renforcer les droits des personnes, ça peut se discuter, puisque dans l'ancien système, il y avait un accès, il y avait une espèce de droit d'accès, on appelait ça la liste article 31. Toute personne, tout citoyen pouvait demander à la CNIL la liste des traitements qui étaient déclarés, ce qui permettait d'avoir un peu une visibilité sur ce que faisait une entreprise ou une administration. Aujourd'hui, en l'état des textes, le registre, il n'est plus communicable à toute personne qui en fait la demande. D'ailleurs, également à l'époque, quand on désignait un correspondant informatique et liberté qu'il fallait construire un registre, la réglementation disait que ce registre il était public et accessible à toute personne qui en faisait la demande. Donc aujourd'hui, sur la question du registre, évidemment, il doit être communiqué à la CNIL, à l'autorité judiciaire si elle en fait la demande. Mais si vous recevez la demande d'une personne comme ça qui veut avoir la copie du registre, la réglementation aujourd'hui ne dit plus rien sur ce qu'il faut répondre. Alors, sauf peut-être s'agissant du domaine de l'éducation nationale, où je crois qu'il y a une disposition spécifique dans le code de l'éducation pour les traitements qui sont mis en œuvre dans les établissements scolaires, mais à cette exception, aujourd'hui on n'a pas d'éléments. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Alexandra, sur ce sujet, parce que c'est une question qui revient souvent, et pour moi les textes ils ne répondent pas. Sur le fait qu'on ait plus de liste article 30? Sur le fait que le registre qui est constitué, il n'est pas communicable à toute personne qui en ferait la demande. Du moins, c'est pas écrit comme ça. Tout à fait. Non, non, c'est pas écrit comme ça. Et effectivement, par rapport aux dispositions qu'on avait avant, qui permettaient à n'importe quelle personne d'obtenir cette communication, il n'y a plus ce levier-là, pour moi, dans le RGPD. Et donc, c'est soumis finalement au bon vouloir de l'entreprise. On peut imaginer que certains organismes, parapublics par exemple, souhaitent communiquer, mais il n'y a pas d'obligation. On a un peu la même réflexion sur les analyses d'impact, puisque les analyses d'impact, elles peuvent être soumises à des observations des parties prenantes. On peut penser aux salariés, mais on pourrait penser à des clients, par exemple la SNCF qui mettrait en place un nouveau système et qui demanderait à ses usagers leur avis. Il n'y a pas d'obligation de communiquer l'analyse d'impact. On dit que c'est une bonne pratique de communiquer un résumé, par exemple. Mais voilà, c'est effectivement une des différences avec l'ancien régime. Alors, il y a peut-être quand même une limite, c'est sur le secteur public où, en application des règles sur la loi CADA, ces documents sont peut-être, enfin, sur le registre, c'est sûr parce qu'il y a déjà eu de la jurisprudence, sont considérés comme des documents administratifs qui peuvent être communiqués. Donc là-dessus, il y a peut-être une nuance à faire entre secteur public et secteur privé, et se dire que peut-être le secteur privé aura moins de contraintes sur ce sujet que le secteur public. Bon, après on verra dans les prochaines années tout l'enjeu pour les régulateurs, que ce soit la CNIL en France, le Comité européen à la protection des données pour le niveau européen. Il y aura peut-être des référentiels, des recommandations, à mon avis ça sera le cas, qui viendront encourager tous les responsables de traitement à communiquer sur demande leur registre. Alors il y a une autre question qui avait été retenue, toujours sur les concepts en fait informatique et liberté. Une demande qui revient souvent de savoir si les traitements papier
si les fichiers papier sont Tout à fait. concernés par le RGPD, sont soumis au RGPD de la même manière. Donc la réponse là aussi c'est oui, puisque dans la définition de ce qu'est un traitement de données, toujours à l'article 4 du RGPD, on évoque des traitements automatisés, mais aussi des traitements non automatisés, ce qu'on appelait avant des traitements manuels. Et donc il est clair qu'un professionnel qui se constituerait des documents, des fichiers papier, ou qui en complément, plus souvent, de son traitement automatisé, de son traitement informatique, aurait également un dossier papier, eh bien ce dossier papier, il est bien évidemment soumis au RGPD. On peut penser par exemple à un dossier médical dans un établissement de soins. Mais évidemment, tous les documents papier qui vont composer ce dossier du patient sont soumis aux dispositions du RGPD et d'ailleurs, en l'occurrence, font même l'objet d'un niveau de protection renforcé, et puisqu'on va très certainement trouver dans ce dossier des données de santé qui sont donc, comme vous le savez, des données sensibles. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment retenir que qu'on soit sur un traitement automatisé ou un traitement papier, le RGPD s'applique bien. Une autre question qui a été évoquée concerne la définition d'un responsable de traitement par rapport à la notion de sous-traitant. Je vais lire la question qui était posée. Je comprends de la vidéo que la localisation des données et du traitement est indifférente pour distinguer le responsable de traitement d'un sous-traitant. Ainsi, si une entreprise utilise des logiciels en SaaS, son représentant légal est le responsable du traitement puisqu'il est à l'initiative du recours au logiciel et le fournisseur qui stocke et effectue le traitement est un sous-traitant. Ai-je bien compris? Ben oui, vous avez bien compris. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a des entités juridiques distinctes, des acteurs distincts qui vont manipuler de la donnée personnelle, soit à l'occasion de la collecte de cette donnée, soit ensuite à l'occasion du traitement. Il faut se poser la question effectivement de la responsabilité juridique de chacun de ces acteurs et du niveau de responsabilité juridique de chacun de ces acteurs. Au premier chef, celui qui est responsable, c'est ce que l'on appelle donc le responsable du traitement, c'est-à-dire celui qui va prendre l'initiative de mettre en œuvre le traitement, celui qui va, on dit, en déterminer les finalités et les moyens. Avec le RGPD, il peut y avoir un responsable de traitement dans une situation relativement simple, mais il peut aussi en avoir plusieurs. On peut tout à fait imaginer des entités juridiques distinctes qui vont intervenir à un niveau ou à un autre, à un titre ou à un autre, sur un même traitement. Et dans cette hypothèse, on peut tout à fait imaginer une co-responsabilité, c'est-à-dire un partage de responsabilité entre ces différents acteurs. Et là où le RGPD apporte une certaine souplesse, c'est que il permet aux responsables de traitement, eh bien, de contractuellement se répartir un peu ce niveau de responsabilité, savoir qui est responsable de quoi. Et évidemment, en cas de contrôle de la CNIL, en cas de contentieux devant un juge, eh bien, ces documents contractuels qui organisent la responsabilité, ils pourront être opposés. Ça ne veut pas dire que la CNIL ou le juge en tiendront systématiquement compte, hein. Ils peuvent avoir un pouvoir de requalification s'ils estiment que ce qui a été prévu par les contrats est pas du tout cohérent avec la réalité du fonctionnement du traitement, mais c'est quand même un bon moyen pour protéger un peu et ménager sa responsabilité. Et dans ce schéma, il y a effectivement, au-delà des responsables de traitement, ce que l'on appelle des sous-traitants, c'est-à-dire la plupart du temps des prestataires qui vont proposer des services informatiques, d'hébergement, de mailing par exemple, pour de la prospection commerciale, enfin bref, tout type d'opération, de manipulation technique sur ces données. La différence entre le sous-traitant et le responsable du traitement, bah, c'est que le sous-traitant, lui, il n'a pas décidé au départ de la mise en œuvre du fichier, c'est un prestataire qui intervient pour le compte du responsable de traitement. Et là encore, parfois, on peut effectivement s'interroger sur le point de savoir si on est ou pas responsable de traitement ou sous-traitant, notamment quand les sous-traitants ont un très grand niveau d'autonomie. Quand le sous-traitant, certes, n'est que le prestataire d'une autre entreprise, mais qu'en même temps, c'est lui qui héberge les données, c'est lui qui a totalement défini l'architecture informatique dans le cadre de laquelle le traitement fonctionne, c'est peut-être même lui qui va, à un moment donné, être en relation directe avec les personnes qui ont livré des données personnelles. Est-ce que ce grand niveau d'autonomie a pour conséquence que cette entité reste un responsable de traitement, un sous-traitant, pardon, ou devient un responsable de traitement? Ben ça, c'est une analyse au cas par cas qui peut d'ailleurs là aussi faire l'objet d'un accord sur le plan contractuel entre les différentes parties prenantes à un projet informatique, avec là aussi un risque de requalification par la CNIL ou par le responsable du traitement. Et donc,
une fois que j'ai dit tout ça, pour répondre à la question, ben, effectivement, la localisation des données importe en réalité assez peu pour savoir si je suis ou pas responsable du traitement, parce que ce qui compte, c'est pas où sont logées les données, ce qui compte, c'est quel est mon statut. Est-ce que j'ai pris l'initiative de mettre en œuvre le fichier, d'en déterminer les finalités, ou est-ce que je suis un prestataire qui ne fait qu'intervenir finalement sur ordre d'un donneur d'ordre? Voilà les éléments que je pouvais vous donner. Ça permet de faire un lien avec une autre question on a reçue pendant ce direct, qui est relative au Privacy Shield. Et on nous demande si, concernant le Privacy Shield, peut-on considérer que des données hébergées par un signataire du Privacy Shield aux États-Unis ont un niveau de protection conforme au RGPD? Donc, à cette réponse, c'est oui, le Privacy Shield est reconnu comme un des moyens de transférer de l'information aux États-Unis. Attention, toutefois, au Privacy Shield, euh, parce que à l'heure actuelle, c'est en discussion devant la Cour de justice de l'Union européenne. Le Privacy, c'est le successeur d'un autre moyen de garantir le transfert qui s'appelait le Safe Harbor, qui a été euh, euh, remise en cause par la Cour il y a plusieurs années. De mémoire, c'était il y a 3 ans. Ça a impliqué que derrière, toutes les entreprises reprennent des clauses contractuelles pour pouvoir garantir leur transfert. Donc, ça a été extrêmement compliqué. Le Privacy Shield est encore remis en cause actuellement. Donc, c'est un moyen de garantir les transferts qui est quand même assez fragile actuellement. Et sachez que ce n'est pas parce que vous avez un co-contractuel qui a signé un Privacy Shield qu'il n'y a pas de difficulté. Ça ne vous empêche pas de devoir vérifier la sécurité, ça ne vous empêche pas de devoir déterminer s'il est sous-traitant ou co-responsable du traitement, ça ne vous empêchera pas de préciser ses responsabilités et les vôtres dans le contrat. Donc le Privacy Shield, c'est un outil, mais ce n'est pas le seul outil lorsque vous avez un hébergement de données aux États-Unis. Voilà. Guillaume? Mais juste pour rebondir sur ce que tu expliques, et c'est souvent une question qui revient auprès de nos étudiants au CNAM, c'est de bien comprendre que chaque élément du RGPD, c'est une brique qui est distincte des autres briques. Et donc finalement, sur la question des transferts de données en dehors de l'Union européenne, le fait de faire appel à un sous-traitant qui est adhérent au Privacy Shield, effectivement, ça permet d'assurer la conformité, mais ça permet d'assurer la conformité, comme tu le disais, sur la brique relative au transfert de données. Mais sur les autres éléments du RGPD, que sont la proportionnalité du traitement, les durées de conservation mises en œuvre, etc., ben là, il faudra quand même par ailleurs s'assurer que sur tous ces autres aspects du traitement, il y a aussi un bon niveau de conformité. Autre exemple du caractère distinct de ces briques, il y a des règles qui s'appliquent aujourd'hui aux délégués à la protection des données. Ces règles sont totalement distinctes des règles qui vont s'appliquer aux études d'impact dont on parlait tout à l'heure, ou peut-être à l'obligation ou pas de tenir un registre. En d'autres termes, je peux être dans une situation où j'ai pas besoin de désigner un délégué, mais ça n'a pas en soi de conséquences sur la question des études d'impact. Il faudra regarder cette brique du RGPD de manière totalement distincte. Et est-ce qu'il faut par ailleurs que je tienne un registre? Ça c'est encore une autre question. Et finalement, ce qui est important, et j'espère que le MOOC pourra vous aider de ce point de vue, c'est d'avoir justement une bonne visibilité sur ces fameuses briques, sur les points importants du RGPD, pour quand on va mettre en œuvre un projet informatique, être capable, en réfléchissant un petit peu, d'identifier sur chacune de ces briques si on a un bon niveau de conformité ou pas et quelles sont les actions à engager. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Alexandra, auxquelles tu voulais qu'on réponde, ou est-ce qu'on a fait un peu le tour? Euh, alors, juste une question qui est vraiment en lien avec la discussion sur les traitements et les fichiers papier. Euh, Dans l'article 2, on parle de données appelées à figurer dans un fichier, ce qui limite pour les documents papier, n'est-ce pas? Alors, je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais sachez que comme on l'a déjà dit, comme Guillaume l'a déjà dit, les traitements papier font intégralement partie du RGPD. Alors, bien sûr, on se focalise beaucoup plus sur les traitements informatisés parce que l'air du temps fait que on a de moins en moins d'archives papier.
Mais et Guillaume et moi, nous avons travaillé tous les deux à la CNIL, on a déjà réalisé des contrôles. Et quand on a réalisé des contrôles, on allait parfois voir les archives papier. Donc, ne pensez pas que ces documents papier ne sont pas dans le champ d'application du RGPD. De la même manière, quand on parle de sécurité, évidemment, il faut penser à la sécurité informatique, mais il y a aussi la sécurité physique des locaux. Si vous avez un bureau, vous avez des documents sensibles, je pense par exemple aux ressources humaines, s'il y a beaucoup de documents papier, des dossiers de salariés, les documents, ils doivent être dans des armoires fermées à clé. Et la clé ne doit pas être sur l'armoire. Alors, ça vous paraît peut-être évident, mais c'est aussi un des éléments qui est pris en compte quand vous avez des contrôles. Alors, je vois que l'heure avance très vite et on arrive déjà à la fin de ce direct. On avait convenu avec Alexandra systématiquement de livrer chacun un petit élément d'actualité en vous invitant à vous reporter à des contenus auxquels on pourra vous renvoyer. Donc Alexandra, quel était le point que tu voulais évoquer cette semaine? Alors, un point très rapide qui est presque plus d'actualité, puisque c'était hier les élections européennes. Mais sachez que sur le site de la CNIL, vous avez les 6 réflexes à avoir pour les campagnes électorales. Donc, allez les voir, c'est extrêmement intéressant, c'est bien fait. Vous avez des exemples qui sont donnés par la CNIL, des illustrations, et ça peut aussi vous aider à mieux comprendre les principes qui sont évoqués dans le MOOC. Donc, sur le site de la CNIL, actualité, et vous trouverez les 6 réflexes pour les campagnes. Merci. Bah, de mon côté, je vais également vous donner deux éléments d'infos très rapides, puisqu'on n'a pas trop le temps de les détailler. Le premier élément d'info, vous le savez peut-être, on a fêté ce week-end les 1 an du RGPD. Et dans ce contexte, la CNIL, sur son site, a publié une espèce de fiche synthétique où elle fait un bilan de son action depuis 1 an. Vous y trouverez des éléments statistiques intéressants qui permettent notamment de voir que les professionnels se sont quand même vraiment emparés de ce sujet. Par exemple, depuis 1 an, enfin même en moins d'1 an, il y a plus de 50 000 organismes qui ont désigné des délégués à la protection des données, donc ce qui est quand même un chiffre tout à fait impressionnant. Vous y trouverez aussi la liste en fait des référentiels, des recommandations que la CNIL a pu produire depuis mai 2018. Et c'est intéressant d'avoir un peu une visibilité sur ce que la CNIL produit comme référentiel, puisque le RGPD, ce sont des dispositions à caractère très large, et on a besoin du régulateur pour comprendre sur des secteurs d'activité ou des sujets précis, comment on peut au quotidien mettre en œuvre ces traitements. Donc par exemple, sachez que sur le site de la CNIL, il y a des référentiels validés ou à titre de projet sur les sujets qui intéressent un peu tout le monde, comme la gestion d'un fichier client, le traitement des ressources humaines ou la gestion des impayés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que sur ces sujets, la CNIL ait mis à jour ses référentiels pour pouvoir accompagner les professionnels. Donc je vous invite à aller regarder le site de la CNIL. Et par ailleurs, je voulais aussi vous dire, je ne sais pas si c'est mis sur le MOOC, je regarderai, que nous avons au CNAM un blog, Informatique et Liberté, qui à la fois évoque un peu nos actualités internes en matière d'enseignement sur ces sujets, mais au-delà qui évoque aussi certaines actualités générales sur le sujet. Ce blog s'appelle CNAM SIL. En tapant ce mot-clé sur un moteur de recherche, vous atteindrez sans difficulté le blog. J'aurai l'occasion de vous redire plus tard au cours des prochains directs comment approfondir tous ces sujets si le MOOC vous a donné envie d'en apprendre un peu plus sur ces questions. Mais d'ores et déjà, je vous invite à aller voir notre blog qui pourra vous donner beaucoup d'informations utiles. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse le soin à Alexandra de clôturer ce premier direct. À bientôt. Merci Guillaume. Bah, très bonne soirée à vous tous. Je sais bien qu'il y a certaines questions qui n'ont pas été répondues qui n'ont pas fait l'objet d'une réponse pendant ce direct, et j'en suis désolée. N'hésitez pas à les reposer sur le forum si elles vous semblent vraiment très importantes. Et comme je le disais au départ, surtout entre participants, répondez et votez s'il y a des questions en particulier que vous souhaitez que l'on aborde lors du prochain direct qui aura lieu lundi prochain à 18h30. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée Alexandra, à bientôt. Bonne soirée Guillaume. Au revoir.